Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'empreinte matérielle. L'indicateur qui prend les bananes pour de l'uranium. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la mesure de notre impact sur la planète, et plus particulièrement d'un indicateur qui fait de plus en plus parler de lui, l'empreinte matérielle. Bonjour Max, bonjour à tous. Oui, l'empreinte matérielle. C'est un concept qui semble simple au premier abord. On additionne le poids total de toutes les ressources qu'une économie utilise sur une année, les minéraux, les combustibles fossiles, mais aussi la biomasse comme le bois ou les récoltes. Exactement. Et cet indicateur est de plus en plus utilisé, notamment par de grandes organisations comme les Nations Unies dans leurs objectifs de développement durable. L'idée est de mesurer la pression que nous exerçons sur les ressources de la planète. Si un pays a une empreinte de 60 millions de tonnes, cela veut dire qu'il a extrait ou importé 60 millions de tonnes de matières diverses. Le problème, et c'est là que le titre de notre épisode prend tout son sens, c'est que cet indicateur met tout dans le même panier. Une tonne de sable, une tonne de charbon, une tonne de cuivre ou une tonne de pommes de terre, tout est traité de la même manière. Chaque kilo a la même valeur dans le calcul. Et c'est là que ça devient problématique. On se préoccupe de l'utilisation des ressources pour plusieurs raisons très importantes. La première, c'est le risque d'épuisement. Est-ce qu'on va manquer de cuivre, de cobalt, de lithium pour nos batteries? Absolument. Et pour savoir ça, on a besoin de suivre spécifiquement la consommation de chaque matériau et de la comparer aux réserves connues. Le fait de noyer le cuivre, qui est une ressource critique, au milieu de millions de tonnes de gravier, ne nous aide pas du tout à évaluer ce risque. C'est comme s'inquiéter de la surpêche du thon rouge en le mélangeant avec le poids des forêts qu'on exploite. Ça n'a pas de sens. La deuxième grande raison, c'est l'impact environnemental. Extraire une tonne de gravier n'a absolument pas le même impact qu'extraire une tonne d'uranium, ou même que produire une tonne de bœuf, qui peut contribuer à la déforestation. L'empreinte matérielle ignore complètement ces différences. Et il y a aussi l'impact socio-économique. On sait que l'extraction de certains minerais, comme le cobalt en République démocratique du Congo, est souvent liée à des conditions de travail terribles. Mais comme ces minerais sont extraits en petite quantité par rapport au reste, leur poids est minuscule dans l'empreinte matérielle globale. Cet indicateur masque donc complètement ces drames humains. C'est un point crucial. Alors, regardons de plus près ce qui compose cette fameuse empreinte matérielle. Par exemple, en Europe. On pourrait s'attendre à voir les métaux rares ou les énergies fossiles dominer, non? On pourrait, mais ce n'est pas du tout le cas. Plus de 70% de l'empreinte matérielle de l'Union européenne est constituée de deux choses, la biomasse, c'est-à-dire la nourriture et le bois, et les minéraux non métalliques. Et ces minéraux, c'est essentiellement du sable, du gravier, du calcaire, bref, des matériaux de construction. Donc, si on suit la logique de cet indicateur, pour réduire notre impact, il faudrait avant tout construire moins, ou utiliser moins de sable et de gravier. L'Agence européenne pour l'environnement le dit elle-même. Réduire l'extraction de ces matériaux a un intérêt environnemental assez limité par rapport à d'autres enjeux. C'est le paradoxe. On se focalise sur les plus gros poids qui ne sont pas forcément les plus gros problèmes. Et ça se répercute sur les secteurs d'activité. Si on regarde d'où vient cette empreinte, on découvre que le logement en représente plus de la moitié et l'alimentation environ 20%. À eux deux, c'est presque les trois quarts du total. C'est énorme. Et ça nous amène à des conclusions assez étranges. On sait qu'il faut changer notre alimentation, notamment pour réduire la consommation de viande et le gaspillage. Mais les raisons sont multiples. Les émissions de gaz à effet de serre, l'utilisation des terres, la consommation d'eau, la biodiversité. Exactement. Et de toutes ces raisons, l'empreinte matérielle est la moins pertinente. Pourquoi devrais-je m'inquiéter du poids du blé ou des lentilles que je mange alors que les vrais enjeux sont la déforestation causée par l'élevage ou la pollution des rivières? C'est là qu'on touche à un autre point fascinant et contre-intuitif de cet indicateur. Quand on pense à la surconsommation, on pense tout de suite à quoi? La fast fashion, les smartphones, les gadgets électroniques. Oui, les vêtements qu'on ne porte qu'une fois, le dernier téléphone à la mode. Eh bien, tenez-vous bien, dans l'empreinte matérielle de l'UE, les textiles et vêtements ne représentent que 1%. Et l'électronique, c'est encore moins, à peine 0,8%. C'est incroyable. Ça veut dire que même si on arrêtait complètement d'acheter des vêtements ou des téléphones, notre empreinte matérielle baisserait à peine. C'est marginal.
Et ça mène à des recommandations politiques complètement absurdes. L'Agence européenne pour l'environnement a analysé l'intensité matérielle des dépenses. En gros, combien de kilos de ressources sont nécessaires pour chaque euro dépensé. Et elle a constaté que les vêtements et les biens ménagers ont une très faible intensité. Attends, où veux-tu en venir? Eh bien, si l'objectif est de réduire l'empreinte matérielle, la logique voudrait qu'on encourage les dépenses moins intensives en ressources. Donc, paradoxalement, dépenser plus d'argent en vêtements ou en iPhone pourrait être présenté comme une solution pour réduire son empreinte. C'est une conclusion que personne de sensé ne défendrait, et pourtant, c'est ce que les chiffres de l'empreinte matérielle suggèrent. C'est le monde à l'envers. Alors, que faut-il retenir de tout ça? Faut-il jeter l'idée de mesurer notre consommation de ressources? Non, absolument pas. L'intention de départ est bonne. Il faut aller au-delà du seul CO2 pour mesurer notre impact. La durabilité, c'est aussi la biodiversité, l'utilisation de l'eau, la déforestation, la pollution. Le problème n'est pas de vouloir mesurer, mais de comment on mesure. Donc, au lieu d'agréger des tonnes de chou et de cobalt avec des tonnes de cobalt, il faudrait les indicateurs spécifiques pour chaque problème. Si on s'inquiète de la pénurie de cuivre, on mesure le cuivre. Si on s'inquiète de la déforestation, on mesure les hectares de forêt perdus. Précisément, les données brutes qui servent à calculer l'empreinte matérielle sont très utiles. Savoir combien de tonnes de chaque matériau on extrait est une information précieuse. Le problème, c'est de les additionner en un seul chiffre qui perd tout son sens. C'est un peu comme si pour évaluer votre santé, votre médecin additionnait votre poids, votre tension et votre taux de cholestérol pour vous donner une note unique. Ce serait absurde. Une excellente analogie. En conclusion, l'empreinte matérielle est un indicateur qui, malgré sa popularité croissante, semble être une fausse bonne idée. Il simplifie à l'extrême une réalité complexe au risque de nous faire passer à côté des vrais enjeux et de nous concentrer sur des problèmes secondaires. C'est exactement ça. Il faut se méfier des indicateurs uniques qui prétendent tout résumer. La durabilité est un défi aux multiples facettes et elle mérite d'être analysée avec des outils précis et pertinents pour chaque enjeu spécifique. Traiter l'uranium comme on traite les banals, ce n'est tout simplement pas une approche sérieuse. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.